Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire cadre consacré aux inégalités salariales proposé par la CFDT Santé Sociaux. Un webinaire que vous aurez la possibilité de revoir en replay si jamais vous n'avez pas le temps de le voir en entier, et pour lequel vous aurez la possibilité de poser des questions en direct grâce à la plateforme Wimeo, et mes collègues Samir Aléhen et Norbert Marteau qui sont à la technique pourront nous les faire parvenir. Alors n'hésitez pas à nous poser vos questions. Pour répondre à la question des inégalités salariales, aujourd'hui nous avons 5 invités. Tout d'abord Céline Legrand du cabinet d'études Syndex. Bonjour. Céline, vous allez nous éclairer à partir du chiffre de la DARES sur l'existence ou non des inégalités salariales chez les cadres santé sociaux. Également Sophie Barre en duplex et Philippe Bagnol. Vous êtes respectivement directrice des ressources humaines et directeur du centre hospitalier de Béziers qui comprend 3000 agents. Vous nous parlerez de votre prise en main de la question des inégalités hommes-femmes au sein de votre établissement et qui vient d'ailleurs d'obtenir le label égalité professionnelle de l'AFNOR. Bonjour. Ensuite, Marie-Christine Lebert, secrétaire nationale de la CDD Cadre. Vous nous présenterez alors la prise en compte de l'égalité salariale et du plafond de verre pour la CDD Cadre, en revenant notamment sur les derniers chiffres de l'APEC. Voilà. Isabelle Tagnou. Bonjour. Vous êtes secrétaire confédérale déléguée femmes et vous nous partagerez la vision de la Confédération en matière d'égalité professionnelle et notamment vous reviendrez sur la question de l'index professionnel. Ce débat se terminera par l'intervention de la secrétaire générale de la CFDT Santé Sociaux, Ève Rescanière. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h30. Je le répète, n'hésitez pas à poser vos questions en direct. Pour commencer, je vais passer tout de suite la parole à Clotilde Cornière, secrétaire générale adjointe de la CFDT Santé Sociaux, en charge du dossier égalité professionnelle et référente des violences sexistes et sexuelles au travail. Bonjour à toutes et toutes. La CFDT Santé Sociaux est inscrite dans une démarche d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes depuis 2018, et plus particulièrement sur les inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Nous avons investi à la Fédération la journée symbolique existante de l'Inéqual PD, c'est-à-dire le jour où les femmes travaillent symboliquement gratuitement du fait des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. Dans la continuité de cette journée, nous avons décidé de nous intéresser plus particulièrement à la place des femmes en responsabilité dans notre secteur. Malgré des politiques en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, les inégalités de manière générale n'ont pas été suffisamment corrigées. Dans notre secteur, si l'on regarde les chefferies d'établissement, sur les 32 CHU, on ne compte que 10 femmes à leur tête, et pourtant, elles sont 75% à diriger un EHPAD et 9,9% sur une chefferie de centre hospitalier. Ces chefferies d'établissement sont majoritairement occupées par des hommes à 73%. 54,2% des femmes sont directrices adjointes. Ces sources viennent du rapport du Centre national de gestion des praticiens et personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Si l'on regarde les salaires, tous secteurs confondus, plus on progresse dans l'échelle des salaires, plus les écarts entre les femmes et les hommes s'accroît. Le salaire minimum des 10% de femmes les mieux rémunérées en France, selon l'INSEE, est inférieur de 19% à celui des hommes. Au niveau médian, les femmes gagnent un salaire inférieur de 12%, qui représente un écart de 235 € par mois avec leurs homologues masculins. Il est constaté que les inégalités de salaire entre les sexes sont plus fortes chez les cadres supérieurs. Les femmes cadres gagnent 18% de moins que les cadres hommes. Les écarts de salaire à temps plein traduisent principalement le fait que les femmes sont moins nombreuses que les hommes dans les positions professionnelles les mieux rémunérées. Tout se passe comme si un plafond de verre empêchait les femmes d'atteindre les postes à haut, voire très haut niveau de salaire, et comme si les métiers majoritairement féminins étaient systématiquement moins valorisés. Quelle est la place des femmes dans la santé? Comment briser ce plafond de verre? C'est ce que nous allons regarder ensemble.
Merci Clotilde. Alors Céline Legrand, du cabinet Syndex, pouvez-vous nous éclairer un peu sur l'existence de ces inégalités salariales et la notion de plafond de verre avec les chiffres de la DARES que vous avez récupérés? Oui, je vais effectivement vous présenter des données chiffrées comparant à la fois les données du secteur santé médico-social à des secteurs dits masculins ou masculinisés, type BTP, métallurgie, service de l'automobile, et aussi un autre secteur qui est assez féminisé, le secteur banque-assurance, qui pour autant a une forte proportion de cadres. Donc vous voyez à l'écran, donc avant de rentrer dans le détail des chiffres et des images, rapidement vous présenter Syndex, qui est un cabinet d'expertise comptable qui accompagne les élus des CSE et les organisations syndicales depuis près de 50 ans. Et Syndex est un partenaire historique et privilégié, notamment avec la fédération CFDT Santé Sociaux. C'est 420 salariés répartis en France, y compris en Outre-mer et en Europe. Donc tout d'abord, les données cadres et non cadres du secteur santé sociale comparées à d'autres branches, avec l'origine de ces données sont des données publiques et comparatives qui viennent effectivement de la DARES. Le seul phénomène qui peut être un peu gênant, c'est que les dernières données datent de 2021. On est en 2024, mais il n'y a pas plus récent. Et un autre côté qui peut frustrer un certain nombre de personnes du secteur santé sociale, c'est que les données de la fonction publique hospitalière ne sont pas forcément intégrées et comparables. Et du coup, on compare les données du secteur privé. Mais pour autant, je vous parlerai quand même de la fonction publique hospitalière et de ses écarts. Donc le secteur sanitaire et social est historiquement le plus féminisé de tous, mais aussi celui qui compte le moins de personnel cadre. Donc ces données, je rappelle, sont bien du secteur privé. Sur le graphique de gauche, vous retrouvez tout en bas la part des femmes dans le secteur sanitaire et social. Donc vous voyez qu'elles sont 76,4%. Comparativement, dans le secteur banque, établissement financier et assurance, 59,4%. Dans la branche des verres, matériaux de construction, 23,8%. Métallurgie, 23,1%. Service de l'automobile, 23,1% aussi. Dans les transports, 22,9%, et le bâtiment et travaux publics, 13,1%. Donc toute l'étude va porter sur ces comparaisons-là du secteur avec le même code couleur, donc repérez celui que vous voulez regarder le plus, mais en tout cas, on a vraiment une part de femmes très importante dans le secteur sanitaire et social. Et dans la petite bulle en bas à gauche, vous avez les données dans la fonction publique hospitalière, où la part des femmes est un petit peu plus élevée avec 78,1%. Le graphique de droite présente le même pourcentage de l'effectif, mais pour les cadres, donc hommes et femmes mélangés. Et donc dans le secteur sanitaire et social, on n'est qu'à 9,8%. Je reste sur ce secteur comparé dans la fonction publique hospitalière, où on a 40,1% de cadres de catégorie A en 2021. Le différentiel entre le secteur privé et la fonction publique hospitalière, et notamment principalement la catégorie des médecins qui sont fonctionnaires dans la fonction publique et donc rattachés dans l'échantillon des 40,1%, alors que dans le secteur privé, selon les types d'établissements, ils sont bien souvent honorariés ou à temps partiel, voire beaucoup de temps partiel, et du coup ça minore ce qui explique en partie l'écart. Dans les autres branches comparées, comme je le disais, dans le secteur bancaire et assurantiel, on a 44,8% de cadres. Et dans les autres branches très masculines, on est entre 10,9% pour les transports et 31,3% de cadres dans la métallurgie. Donc vraiment des typologies déjà de structures d'effectifs très différentes selon les branches. Quand on regarde les salaires, donc je vous invite à regarder plutôt le graphique de droite avec le code couleur, donc en rose, rose-rouge selon l'écran, c'est le salaire moyen net des femmes en 2021, rapporté en équivalent temps plein. Donc dans le secteur sanitaire et social, on est à 2050 € en moyenne en 2021 pour le salaire des femmes. Chez les hommes,
En vert, le 2270 €. Et chez les cadres, hommes et femmes mélangés, puisqu'on n'a pas la donnée sexuée pour cette catégorie-là, on est en moyenne à 3840 €. Si vous regardez avec les petites lignes, on voit qu'en fait, à chaque fois, c'est les salaires les plus faibles comparés aux branches que j'ai évoquées tout à l'heure, hormis à la nuance près dans le BTP, où les salaires sont moins élevés chez les hommes et chez les cadres. Et chez les femmes, le salaire est légèrement moindre dans les services de l'automobile. Mais globalement, le secteur privé sanitaire et social a des salaires relativement bas en moyenne. Dans la petite bulle en bas à droite, seules données qu'on a pu trouver et comparer, ce sont les données de la fonction publique hospitalière avec le même code couleur, où les salaires sont plus élevés dans la fonction publique hospitalière pour les femmes et les hommes comparativement au secteur privé sanitaire et social. Par contre, pour les cadres, on est à 2710 € en moyenne dans la fonction publique hospitalière, alors qu'on est à 3840 € en moyenne dans le secteur privé, tout type d'emploi confondu. Oui, il faut rappeler qu'il y a plusieurs types de cadres. Effectivement, il n'y a pas les cadres que de santé ou cadres socio-éducatifs. Également, il peut y avoir des directeurs, il peut y avoir également des médecins qui sont rattachés à ces salaires. Voilà, effectivement. D'où l'écart avec la réalité. Et quand on regarde les écarts de rémunération, puisque c'est un peu aussi l'objet de ce webinaire, les écarts, quelle que soit la branche, restent en défaveur des femmes. Et Clotilde Cornière parlait en pourcentage, moi je vais parler en euros. Et quand un homme gagne 100 € en 2021, ou gagnait en 2021, une femme dans le secteur du BTP gagnait 100 €. Donc on peut dire que là, ce secteur-là est le seul qui ait une égalité parfaite. Je ne sais pas si elle est parfaite, il faudrait creuser plus, mais en tout cas, les salaires sont à égalité. Le secteur des transports, on est un peu en dessous. Une femme gagne 99 €, donc 1 € de moins. Le verre, 92 €. La métallurgie, 91 €. Et en santé sociale, ce qui nous intéresse là, 90,50 €. Donc un écart de 9,5% si on le retraduit en pourcentage. Et après, derrière, on a les services de l'automobile. Et en tout dernier, et avec un gros écart, le secteur banque-assurance avec 66 €. Ça, c'était le graphique du haut. Et le graphique du bas, on a la même chose avec les mêmes codes couleurs, mais vous voyez que l'ordre change un peu, pour les cadres uniquement. Donc quand un homme cadre gagnait 100 € en 2021, une cadre gagnait, là il n'y a personne qui est à 100 €, on est en dessous au moins des 90 €, donc au moins 12 € de moins par rapport à un homme. Et dans le secteur santé sociale, une femme gagne 83,60 €, une femme cadre gagne 83,60 € pendant qu'un homme gagne 100 €. Donc vous nous expliquez que plus une femme monte en fait dans la hiérarchie, plus l'écart avec les hommes va augmenter alors. Exactement. Et quelles que soient les branches, le secteur santé sociale n'est pas le seul concerné. Pour autant, et le constat est général dans toutes les branches observées et même dans d'autres branches, les écarts de salaire entre les femmes et les hommes se réduisent sur les 5 dernières années, puisqu'on est remonté jusqu'à 2017. Où donc dans l'encadré à gauche, vous avez le secteur sanitaire et social. En 2017, l'écart était de 11,8% ou 11,80 € si on fait le parallèle avec les 100 €. Et on est arrivé en 2021 à 9,5%. On voit que dans toutes les branches, les écarts donc, sont plus ou moins significatifs, mais pour autant, partout, ça se réduit. Donc c'est encourageant pour l'avenir, même si on n'est pas encore arrivé à l'égalité. Et pour précision, et ce sera le dernier chiffre que je donnerai sur la fonction publique hospitalière, même si c'est 2020 et pas 2021, l'écart entre les femmes et les hommes, toutes catégories confondues, était de 19%. Donc plus significatif que dans le secteur privé, mais avec la nuance que j'ai évoquée tout à l'heure, avec des populations différentes, et notamment, je pense aux médecins particulièrement, où ils sont salariés ou honorariés. Qu'est-ce qui explique ces écarts ? Qu'est-ce qui peut expliquer ces écarts ? En partie, le temps partiel, puisqu'on peut être à mi-temps et ce n'est pas pour autant qu'on gagne strictement la moitié du salaire d'un salarié à temps plein.
avec les effets des primes, etc., par exemple. Et donc, ce qu'on constate aussi, c'est que le secteur sanitaire et social est particulièrement marqué par une forte proportion de salariés, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, à temps partiel. Là aussi, dans le graphique, donc vous avez les femmes en rose. En sanitaire et social, on est à 36,8% de salariés qui sont à temps partiel en 2021. Chez les hommes, on est à 27%. Et vous voyez que toutes les branches qu'on compare, aucune branche n'a un taux aussi élevé, excepté, j'ai envie de dire, dans le BTP, où on a 27,6% de femmes qui sont à temps partiel, comparé à 5,5% d'hommes, par exemple, sur cette branche-là. La structure des effectifs aussi par catégorie peut expliquer les écarts et un phénomène assez intéressant ou en tout cas différenciant du secteur sanitaire et social, c'est que là on a la part des femmes et des hommes cadres. Et donc toujours dans le graphique en bas, dans le secteur sanitaire et social, 8,1% des femmes sont cadres, contre 15,5% des hommes qui sont cadres. Je rappelle que la moyenne était de 9,8%. Donc les femmes sont proportionnellement moins cadres que les hommes. On a le même phénomène dans le secteur bancaire et assurantiel, avec la proportion est beaucoup plus significative de la part des cadres. Les hommes sont 58,3% et les femmes 35,5%, alors que dans les autres branches dites masculines, la proportion est inverse. On a beaucoup plus de femmes cadres en proportion. Une réaction, Clotilde. C'est d'autant intéressant dans notre secteur à nous que nous sommes un secteur très féminisé avec 78% de femmes, alors on a une inversion au niveau des cadres qui est du coup beaucoup plus inférieure à celle des autres secteurs. Voilà. Et on a le même constat, même si c'est pas... Je dois manger mon micro. On a le même constat, même si c'est pas c'est complètement une activité complètement différente, mais dans le secteur bancaire et assurantiel, puisqu'on est à peu près à 60% de femmes, et l'écart est tout aussi significatif. Donc c'est voilà. Avec une proportion de femmes, effectivement, à la base, qui est beaucoup plus importante. Oui. Ce qui pose vraiment Donc ce qui renvoie vraiment à la question du plafond de verre, qu'évoquait tout à l'heure Clotilde. Là, on regarde quand même, malgré tout, sur 5 ans. Pour autant, les branches, toujours celles qui sont observées, les branches féminines se masculinisent un petit peu et les branches masculines se féminisent en 5 ans. Alors, c'est des tendances, c'est un petit peu, j'ai bien dit, c'est des tendances observées sur 5 ans. Donc, pour bien comprendre le graphique, si je prends le secteur sanitaire et social en haut à gauche, en 2017, on avait 76,8% de femmes. En 2021, 76,4. Donc c'est vraiment à l'épaisseur du trait, mais la tendance est là. Je vois mes collègues et voisins et voisines sourire, mais la tendance est là. Mais on constate aussi que ça se féminise plus dans les branches masculines en fait. Le constat et la présentation graphique est un peu similaire sur l'évolution de la part des cadres. Et là, ce qui est assez flagrant, c'est que dans le secteur sanitaire et social, la proportion de cadres évolue de 0,9 points, donc de 8,9 à 9,8%. Par contre, dans les autres branches, qu'elles soient banque assurance ou les branches masculines, l'augmentation est plus rapide. Donc il y a aussi ce phénomène-là où, malgré tout, dans le secteur santé sociale, l'évolution ou la place des cadres, hommes et femmes d'ailleurs, est quand même assez limitée. Autre information à vous donner, c'est que le salaire moyen, on l'a vu tout à l'heure, est globalement plus faible dans le secteur santé sociale au regard des autres branches observées. Et donc là, on vous remet les évolutions, les montants des salaires moyens en équivalent temps plein mensuel, mais vous avez dans la pastille verte du secteur santé sociale l'augmentation sur 5 ans, qui est l'augmentation la plus forte, plus 14,8%. Donc vous pouvez vous féliciter tous autant que vous êtes sur les effets et les efforts de négociation à tous les niveaux. Pour autant, même en 2021, les salaires du secteur restent les plus faibles. Si on reste sur les salaires nets moyens mensuels en équivalent temps plein, là on a
catégories socio-professionnelles. Une des particularités aussi du secteur sanitaire et social, c'est le seul où toutes les catégories ont des salaires très différenciés. Je m'explique, vous avez, si je reprends toujours le graphique en haut à gauche, vous avez les ouvriers, les employés, les professions intermédiaires et les cadres. Dans les autres graphiques, sans les regarder dans le détail des chiffres, vous voyez que les courbes ouvriers et employés quasiment se superposent, ce qui n'est pas le cas dans le secteur sanitaire et social. Et l'explication peut être en partie, par exemple, des professions à bas salaire ou à basse qualification qui peuvent être externalisées, mais c'est valable aussi bien dans le secteur sanitaire et social que dans les autres branches, type les professions de nettoyage ou autres, et qui du coup ne rentrent pas évidemment dans le panel des comparaisons. Je vous ai entendu, Clotilde, réagir par rapport au Ségur. Micro. Oui, sur les augmentations de salaire dans les graphiques qui ont été présentés, c'est vrai qu'il y a eu, doit intervenir dedans, dans les 14% d'augmentation, le Ségur de la santé. Oui, exactement. Autre comparaison, où on a les niveaux de... Là, on compare dans les carrés bleu-vert la part des salariés qui ont un salaire compris entre 1 et 1,05 fois le SMIC, donc on va dire au SMIC, et les salaires les salariés qui ont plus de 3 fois le SMIC. Donc là aussi, c'est des données comparables d'une branche à l'autre. Ce qu'on constate, c'est que dans le secteur sanitaire et social, 5% en 2021, 5% des salariés sont au SMIC et 5,4% des salariés ont 3 fois le SMIC. Donc c'est à peu près des proportions équivalentes. Alors évidemment, vous avez les 90% des salariés qui ont l'entre-deux. Quand on observe les autres branches, alors banque assurance, on voit bien que les 3 fois au SMIC, c'est près de 30% des effectifs. C'est 22 dans métallurgie, sidérurgie, c'est 22,5%. Les autres branches, on a l'impression, parce que c'est les représentations graphiques et les échelles sont les mêmes, que c'est les mêmes proportions que dans le sanitaire et social, mais pour autant, les écarts sont plus significatifs, hormis dans le BTP. Autre approche de comparaison aussi des salaires, on essaye de rentrer dans les familles de métiers, puisque au-delà des grandes masses par branche, donc là c'est à partir d'une étude de l'APEC qui présente des données sur 111 familles de métiers. Ce qu'on constate, et là je vous invite à regarder pour bien comprendre la lecture des graphiques, dans les métiers de la santé, donc celui en haut à droite, dans les métiers de la santé, du social et du médico-social, on constate que, par exemple, les métiers de la médecine, il y a une dispersion assez forte entre, donc le chiffre du milieu, c'est le salaire médian, donc ça veut dire qu'il y a autant de salariés qui gagnent moins de 47 000 euros et autant qui gagnent plus que 47 000 euros. Et le chiffre du bas, si je reste sur le métier de la médecine, on est à 30 000 euros, alors je suis à 30 000 euros annuels, pardon. 30 000 euros, donc c'est 10% des salariés des métiers de la médecine, toute discipline confondue, tout emploi confondu, touchent moins de 30 000 euros. Et au maximum, les 10% les plus élevés touchent 77 000 euros. Mais globalement, puisqu'on est dans les métiers de l'encadrement médical, social et paramédical, les métiers de la santé, les métiers des directions des structures en santé sociale, les dispersions sont quand même relativement faibles. Pourquoi je dis ça? Puisque vous le voyez dans la page suivante, si je reste pareil sur le graphique en haut à droite sur les métiers de la DRH, puisque dans n'importe quelle branche, nous avons besoin des directions des ressources humaines. En fond rose, ce sont les salaires mini, maxi et médian du secteur santé médico-social, où globalement, vous voyez, sans aller dans le détail des chiffres, que la dispersion est relativement faible et que surtout les niveaux n'atteignent pas les niveaux, par exemple, du transport ou de la métallurgie, les niveaux maximum. On a la même chose dans les métiers de la direction d'entreprise, dans les métiers de la DAF, direction administrative et financière, dans les métiers de l'informatique. Enfin,
quels que soient les métiers dits transverses en fait à tous les secteurs. Les salaires des cadres, donc on est bien uniquement sur les salaires des cadres, santé sociaux sont plus faibles. Et y compris dans les filières qu'on peut qualifier d'un peu plus spécifiques, telles que la pharmacie et la biologie médicale. C'est le graphique en bas à droite, puisque on peut être pharmacien ou biologiste, mais travailler dans le secteur de la santé et de l'action sociale, mais on peut par exemple travailler dans l'industrie pharmaceutique. Et là aussi, vous constatez que le niveau de salaire, forcément dans l'industrie, enfin forcément, non, le forcément est de trop, mais en tout cas, ils sont beaucoup plus élevés. Et les autres graphiques sont dans les métiers commerciaux, qui sont des métiers transverses aussi à toutes les branches, ou les métiers de la qualité, ou les métiers des assistantes de direction, où là aussi, à chaque fois, le secteur santé sociale a des niveaux de salaire globalement plus faibles. Je termine presque, juste pour expliquer, parce que le support, vous l'aurez en complet dans le replay. On le mettra sur le site. Et sur le site, mais pour au moins expliquer qu'au-delà du secteur sanitaire et social, nous avons les mêmes données dans des sous-secteurs type aide et accompagnement aux soins et services à domicile, les laboratoires d'analyse médicale, l'hospitalisation privée, les services de santé au travail, l'hospitalisation à but non lucratif, les missions locales. Et donc là, on est sur l'évolution de la part des cadres. Donc vous voyez, globalement, il n'y a pas d'évolution majeure, même si selon ce que j'appelle les sous-secteurs, il y en a quand même. Et vous avez les mêmes graphiques que j'ai présentés avant, la part des femmes, les évolutions de rémunération, etc. Vous retrouverez dans le support. Je pense aussi qu'il y a un certain nombre de personnes qui peuvent être frustrées parce que ne se retrouvent pas dans leur type d'établissement, mais ce sont les données qui partent de données publiques et la DARES ne collecte pas toujours tout, ou en tout cas ne diffuse pas tout. Donc j'ai fait, moi, avec tout ce que j'avais. Au niveau des établissements publics, justement, la difficulté elle se situe où? D'avoir les données avec le même niveau de détail, puisque je vous ai donné quelques chiffres et j'en ai pas plus en fait. En tout cas, Céline, merci de votre intervention qui nous fait comprendre qu'au-delà du statut, de la fonction publique ou du privé, on a bien un écart de salaire qui est prégnant entre les hommes et les femmes en tout cas. Oui. Le statut de la fonction publique ne protège pas ni les grilles de cet écart de salaire. Alors justement, par rapport à cet écart de salaire, on a un établissement, et pour le coup public, qui a fait l'effort d'essayer de réduire en tout cas les inégalités femmes-hommes. Donc nos deux invités, Sophie Barre, qui est directrice des ressources humaines, qui est avec nous en duplex. Bonjour Sophie. Voilà. Bonjour. Et donc Philippe Mayol, qui est le directeur du CH de Béziers, CH public, 3000 agents. Expliquez-nous un peu comment vous avez pris en main, parce que je pense que le terme, les inégalités femmes-hommes au sein de votre établissement. D'abord, merci de m'avoir invité à parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis de nombreuses années. Pour répondre à votre question, Guillaume, je vais faire le lien avec la présentation de Céline. Le début de la démarche, c'est d'accepter de faire un constat. C'est d'accepter de faire un bilan genré, sincère, authentique et précis de la situation de son propre établissement. C'est pas si facile que ça, parce que n'importe quel chef d'établissement, qu'il soit public, qu'il soit privé, est toujours un peu réticent à reconnaître que son établissement puisse ne pas être égalitaire. L'égalité, c'est quand même une valeur de la République. Donc la première étape à franchir, la première difficulté, c'est faire ce constat, comme Céline vient de le faire de manière générale, à l'échelle de son établissement. Et c'est ce que nous avons fait, parce que quand on fait le constat, on découvre quoi? Qu'il y a des inégalités de rémunération, qu'il y a des inégalités dans les déroulements de carrière, les deux étant fortement corrélés, bien entendu, qu'il y a des inégalités aussi face au comportement. Donc là, c'est le volet sexisme, harcèlement, etc., qu'il ne faut pas accepter. Et enfin, un dernier type d'inégalité qui est l'inégalité en matière d'état de santé entre femmes et hommes. Donc, il y a ces quatre enjeux-là. Et donc, nous avons, il y a maintenant plus de 12 ans, donc c'est dans ce sens-là qu'on était peut-être un peu précurseurs, parce qu'il y a 12 ans, c'est un sujet dont personne ne parlait. 12 ans, on a décidé de faire un constat, et le constat nous a montré qu'à l'échelle de notre établissement, on retrouvait exactement
exactement les mêmes données que celles qui viennent d'être présentées, que vous trouverez aussi dans la fonction publique, que vous trouverez hospitalière, s'entend, que vous retrouverez partout. Ces inégalités, elles sont partout. C'est pour ça qu'on a voulu s'engager. Et donc je remercie au passage Sophie, parce que c'est elle qui m'a convaincu de devoir m'engager. C'est elle qui m'a convaincu de faire ce bilan objectif, parce que il y a 12 ans, j'étais comme tous mes congénères. Je ne comprenais pas pourquoi il pouvait y avoir un problème dans la fonction publique hospitalière, alors qu'il y a d'une part des statuts qui protègent des inégalités, et que d'autre part, 75% des agents sont féminins. Donc l'un plus l'autre, dans mon erreur initiale, ça faisait une égalité impossible. En fait, effectivement, depuis, j'ai un peu ouvert les yeux et je me suis rendu compte qu'une majorité de femmes dirigées par une minorité d'hommes, c'était en soi profondément inégalitaire comme structure. Voilà, c'est pourquoi on a décidé de s'engager et de demander un label. Mais dans ce label, je voudrais insister sur ce que vous avez dit, Guillaume. L'hôpital de Béziers, c'est 3000 agents. Et l'hôpital de Béziers, c'est aussi un institut de formation au métier de la santé de 404 à 500 étudiants. Et que l'institut de formation au métier de la santé est aussi labellisé. Ça, c'est un point extrêmement important. Parce que si on veut que les choses avancent un peu plus vite que ce que vous avez présenté, ce qu'il faut cibler, c'est évidemment ce moment de la formation. C'est les écoles, j'allais dire les écoles d'infirmières. Horreur. Horreur. Les instituts de formation et les facs de médecine. Et les facs de médecine. Il y a très peu de doyens femmes pour compléter votre propos. Il y a une femme doyen à Montpellier, d'ailleurs, je le signale. Oui, d'autant qu'il y a aussi les formations d'aides-soignants, de manip radio, Absolument. également j'imagine au sein de notre Absolument. établissement. Et pour nous, ça concernera également les formations d'éducateurs et de moniteurs éducateurs de notre secteur, bien évidemment. Donc dans notre label, et Sophie va vous l'expliquer de manière plus détaillée, il y a l'Institut de formation au métier de la santé, qui est le seul, il y a 3 hôpitaux labellisés, mais il y a un seul institut de formation labellisé égalité, c'est celui de Béziers. Sophie, la parole est à vous. Oui. Alors expliquez-nous comment Merci. la démarche. Alors, je vais peut-être partir de du sujet de ce webinaire, c'est-à-dire les inégalités salariales, puisqu'effectivement, c'est un constat que l'on a fait aussi au sein de l'établissement, d'inégalités salariales, toujours en défaveur des femmes, quelle que soit la manière de regarder ce sujet, hein, c'est-à-dire personnel médical, personnel non médical, cadre, temps partiel, temps complet. Et c'est vrai que c'est un constat qui est compliqué à expliquer parce que tout le monde se dit le statut, il protège. Alors moi, je voudrais juste peut-être dire qu'il y a des choses aussi à faire évoluer de manière statutaire. Le statut, par exemple, il ne comporte que les noms des métiers au masculin. Donc on ne peut jamais prendre de décision pour une femme infirmière est toujours un infirmier. Alors dans un secteur très féminisé. Moi, j'aimerais beaucoup que la rédaction du statut puisse évoluer parce que c'est symbolique, mais le symbole dans ces politiques égalité, c'est quand même quelque chose de très important. Donc, comment on se projette dans une carrière et un parcours professionnel. Et ce statut aussi, dans la fonction publique hospitalière, il y a différents systèmes de primes. Et il y a les primes de technicité qui existent et qui sont les seules primes un peu variables. C'est-à-dire c'est un pourcentage d'un niveau par rapport à l'indice. Et ces primes-là, elles ne sont que pour les corps techniques. Or, les corps techniques sont des corps très largement masculins dans la fonction publique hospitalière. Et moi, je me suis toujours dit que le statut, là, dans comment il organisait une inégalité salariale, c'était quand même assez étonnant de constater que le seul corps où on pouvait négocier des primes, c'était un corps qui était à 90% masculin. Donc ça a des effets aussi sur les inégalités salariales. Ce que l'on a aussi constaté, c'est pour les médecins, les spécialités les plus rémunératrices sont des spécialités où on trouve beaucoup plus d'hommes que de femmes, parce que ce sont des spécialités où il y a plus de garde, plus de contraintes, et qui peut-être aussi au cours des études médicales qui demandent des sacrifices, entre guillemets, ou en tout cas où on attend de vraiment mettre de côté sa vie personnelle et donc de ne pas avoir
grossesse et d'absence liée à des grossesses. Donc ça, tout au long ensuite de la carrière, ça génère des différences de salaire qu'on retrouve après dans les chiffres que l'on peut avoir. Et ça, c'est aussi pour nous, ça a été une difficulté parce que on s'est dit avec Philippe comment on peut agir sur ces inégalités salariales, parce qu'évidemment, on ne peut pas décider qu'on va payer 10% de plus toutes les femmes de l'hôpital pour avoir une égalité de salaire dans nos études et notre rapport de situation comparée, parce qu'on n'a pas le droit et puis que ça n'était pas fondé. Donc ça a été vraiment une question de est-ce qu'on a la capacité à agir sur ces éléments ou pas. On a construit des choses qui nous permettent d'avoir retrouvé cette capacité d'agir sur ces éléments-là, même si c'est un effet à long terme. Mais par exemple, moi j'ai beaucoup utilisé ce que je pouvais, c'est-à-dire les lignes directrices de gestion, tous les outils issus de la loi de transformation de la fonction publique, donc les LDG, et puis la possibilité de signer, de négocier des accords locaux avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement, pour pouvoir intégrer ces sujets. Et vraiment, dans les LDG, par exemple, sur les tableaux d'avancement, on a des critères liés à l'égalité et à la proportion homme-femme dans chaque tableau d'avancement. Donc ça, c'est un effet à long terme, mais je pense que c'est vraiment un levier très important que l'on a activé, qui est simple finalement à mettre en œuvre et à négocier pour pouvoir agir sur ces inégalités salariales. Je complète. Oui. Je complète sur le label. C'est ça. Alors pourquoi avoir demandé un label alors que c'est quand même quelque chose de contraignant. L'AFNOR vient visiter votre établissement, vous avez quelqu'un qui vous audite, qui vous pose des questions, c'est assez désagréable comme expérience, il ne faut pas non plus trop embellir la chose. Alors pourquoi cette démarche-là? Moi j'y vois quand même 4 intérêts majeurs. La première chose, c'est que ça oblige. Une labellisation, ça doit répondre à des critères. Donc, il y a un certain nombre de critères qui permet très clairement, parfois, de mettre le doigt sur des points sur lesquels on a quelques progrès à faire. Donc ça, c'est le premier intérêt, c'est l'audit, en quelque sorte, ou l'état des lieux fait par un organisme extérieur. C'est la première chose. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est que le label favorise la diffusion de la politique dont on parle. C'est-à-dire ce que nous sommes précisément en train de faire. La question que vous allez me poser, mon cher Guillaume, va être pourquoi vous et pas les autres? Voilà, ça c'est une manière de favoriser la diffusion de la démarche égalité et de prôner l'intérêt de demander un label malgré la contrainte que ça représente. Troisième point, et c'est peut-être le plus important, c'est que le label s'aggrave dans le marbre. C'est-à-dire que ça engage l'établissement sur la durée. Le problème d'un plan d'action égalité, c'est qu'il ne faut pas que ça soit lié uniquement à la personnalité du chef d'établissement. Si mon successeur ou ma successeur ne s'intéresse pas à ce sujet-là, il ne faut pas que ça s'arrête, il ne faut pas que les choses s'arrêtent. Pour garantir que ça continuera, le label est une excellente chose puisque ça engage l'établissement sur la durée. C'est peut-être l'intérêt principal. Et dernier intérêt, à l'heure où nous avons tous des difficultés de recrutement, c'est un élément d'attractivité. Quand vous accueillez une promotion d'interne qui vient, donc on en a tous les ans 80 je crois, qui est à peu près, qui arrive, quand on leur dit, quand on dit à des internes, vous arrivez dans un établissement qui est labellisé égalité, c'est-à-dire un établissement qui est plutôt bienveillant, qui est attentif et vigilant aux conduites de ses professionnels, ça parle beaucoup aux internes femmes. Beaucoup. Oui, c'est en travaillant notre webinaire, vous m'avez parlé d'ailleurs de mesures fortes au niveau des préparations, lorsqu'une femme annonce sa grossesse au sein de l'établissement, c'est ça, voilà. Sophie, vous avez un rendez-vous particulier, je crois, à ce moment-là. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que le sexisme et la maternité sont des sujets qui impactent les parcours professionnels et qui peuvent donc avoir une incidence sur le salaire. Donc pour la maternité, on a en fait 2 types d'actions, mais un des points essentiels, et ça paraît une évidence aujourd'hui, c'est que d'abord on commence par féliciter
la femme enceinte. On lui adresse un courrier, on la reçoit, on la félicite, on lui fait un cadeau utile, c'est-à-dire un cadeau engagé parce que c'est des conseils grossesse et développement durable, et puis des conseils de la maternité de l'hôpital sur les différents mois de la grossesse et toutes les informations statutaires de temps partiel, de droit à congé, de salle d'allaitement, etc., etc. Et puis on leur propose des aménagements de poste. Et c'est vraiment au choix. Le fait est de dire, si vous pouvez continuer à travailler, peut-être vous ne pouvez pas continuer à travailler dans votre service parce qu'il y a un risque pour votre grossesse ou c'est trop fatigant et exigeant physiquement ou il y a un risque de violence. Eh bien, on peut vous proposer un aménagement de poste, soit en termes d'horaire, en termes de télétravail, en termes de proximité de votre domicile ou dans un autre service. Et on fait quelque chose à la carte parce que c'est vraiment au choix pour que la grossesse n'ait pas d'effet négatif sur le parcours professionnel de la femme enceinte. Et puis, on travaille aussi la parentalité, donc avec la femme enceinte et le coparent. Voilà, que ce soit le papa ou l'autre personne du couple. Et là, on travaille sur le sujet de retour. Quand on revient après une naissance, c'est aussi un moment très sensible où on peut avoir des difficultés de garde. On a aussi des métiers où on a des horaires très particuliers, donc qui peuvent compliquer ce retour au travail. On est fatigué en général quand on reprend le travail. On a aussi les équipes, les collègues qui nous attendent, donc il y a peut-être une pression parfois. Donc tous ces sujets-là, on les traite avec la personne, mais on les traite aussi avec le cadre. C'est-à-dire qu'on a fait de ce sujet-là un sujet institutionnel parce que la grossesse et la maternité, ça engendre des absences. C'est une réalité. Cette réalité, il faut qu'on la traite, il faut qu'on la regarde en face et il faut qu'ensemble, on trouve des solutions pour l'organisation du service, la permanence des soins. Donc ça, c'est ce qu'on fait de manière quotidienne. Il y a à peu près 120 grossesses par an à l'hôpital de Béziers. D'autant que ce sont des sujets qui touchent effectivement bien la vie des agents et qui sont accessibles à tous, à toutes les directions, peuvent mettre en place effectivement ce type de rendez-vous qui ne demande pas des moyens excessifs en tout cas. Alors là, je m'empresse de préciser que l'hôpital de Béziers n'est pas en Suisse. Donc ce n'est pas un hôpital qui est particulièrement riche, qui n'a pas plus de moyens que les autres hôpitaux publics, ce qui signifie que si on le fait à Béziers, n'importe qui peut le faire. Clotilde ? Oui. Pourquoi le choix de la labellisation plutôt que d'un accord égalité professionnelle, qu'on appelle plutôt plan d'action dans la fonction publique hospitalière? On n'a pas fait le choix entre les deux, on a fait les deux. Ah. On a fait les deux, c'est-à-dire nous avons un plan d'action. Si vous donnez 3/4 d'heure à Sophie, elle va vous l'exposer en détail. Mais nous avons fait un plan d'action que nous avons transmis à l'ARS. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est une obligation, obligation qui n'est pas respectée, et que moi je plaide régulièrement auprès de mon DG ARS pour qu'il applique strictement la loi, c'est-à-dire qu'il pénalise les établissements qui ne transmettent pas leur plan d'action. Et alors, ce qu'il pourrait faire aussi, c'est même peut-être utiliser ces pénalités pour encourager le seul établissement qui, lui, a transmis son plan d'action, en l'occurrence le mien. Alors, n'hésitez pas à réagir, si vous nous regardez en ce moment, n'hésitez pas à réagir et à nous faire vos commentaires si vous-même vous avez été dans une période de difficulté, de façon à ce qu'on puisse l'évoquer avec nos invités. Donc, le label, c'est le plus. Le label, c'est un plus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est clairement, je pense qu'il faut aller vers ça. Parce qu'il y a une réalité qui est mesurée, objectivée par un organisme tiers, et que je pense qu'il faut pousser les établissements à aller vers l'égalité. Encore une fois, c'est une valeur de la République, l'égalité. Ce n'est pas une invention de MeToo. C'est quelque chose qui devrait exister depuis toujours, qui malheureusement, vous l'avez démontré, avance tellement peu lentement que je pense que je n'en verrai jamais l'issue. Et qu'il faudrait accélérer un petit peu les choses. Donc le label, c'est une manière de promouvoir l'égalité et c'est pour ça que nous avons souhaité être labellisés. J'insiste à faire labelliser notre institut de formation parce que c'est ça qui compte. C'est surtout ces générations qui se forment aujourd'hui qui vont ensuite faire bouger les choses demain. D'autant que vous l'avez dit aussi, c'est un facteur d'attractivité pour les personnels en ce moment. Et je crois qu'à l'hôpital de Béziers, actuellement, au niveau des postes. On a peu. Alors, y a-t-il une relation de cause à effet entre ce dont on parle et les résultats qu'on a? Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de postes vacants à l'hôpital de Béziers, quel que soit le métier dont on parle, y compris IAD, IBOD, Manip Radio, etc. Samira, je crois que tu as une question.
Effectivement, Alors, Samira, attends, je vais apprendre le micro. Voilà, Pardon. On a Anne-Lise sur le chat qui aimerait avoir plus de précisions sur les lignes directrices de gestion et les critères EGAPRO que vous avez pu intégrer. Alors c'est peut-être plus pour Sophie Barr. Sophie. Oui, dans les lignes directrices de gestion, on fait avancer les hommes et les femmes à proportion de leur part dans le tableau des promouvables. C'est-à-dire je vais donner un exemple, on s'est aperçu quand il n'y avait pas les LDG ni ces critères-là, que pour les aides-soignants, il y a 90% de femmes et 10% d'hommes. Dans les tableaux d'avancement, ceux qui avançaient pour 10 postes, c'était 5 hommes et 5 femmes. On voit que des présentations, 4 femmes. C'est-à-dire que les hommes avançaient plus vite. Ils n'étaient que 10%, pour autant, dans les promus, ils étaient 50%. Donc, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est s'il y a 10 postes et qu'il y a 90% de femmes, il y a 9 femmes qui sont promues et 1 homme. Et ça, on le fait pour tous les grades. Et ça a été négocié et pleinement porté par les représentants du personnel, que je salue parce que parfois, ils ont des hommes qui disent « je suis premier, je ne suis pas passé ». Donc pourquoi ça n'a pas été, je n'ai pas été promu de sauvegarde, c'est-à-dire qu'au bout de 3 fois, si dans le corps un homme ou une femme ne passe pas, on peut le faire avancer. Donc il n'y a pas non plus de discrimination en défaveur des hommes. Il y a aussi des garde-fous, mais le principe c'est celui-là, et ça fait avancer les femmes un peu plus vite. Ce que l'on a aussi dans le tableau d'avancement, on intègre des critères d'ancienneté et puis des critères valeurs professionnelles. La valeur professionnelle pour les femmes qui sont absentes pour raison de maternité, elles n'ont pas de cotation, puisque là, il n'y a plus la note aujourd'hui dans les tableaux d'avancement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on affecte une valeur minimale qu'on a déterminée avec les représentants du personnel pour que la maternité et leur absence pendant cette période-là ne leur portent pas préjudice. On a aussi réouvert la campagne d'évaluation en fin d'année pour que les personnes qui reviennent alors qu'elles ont été absentes pendant la période d'évaluation bénéficient d'un entretien pour qu'elles puissent avoir des objectifs, des résultats l'année d'après et qu'elles rentrent dans un cycle normalisé dès leur retour. Merci pour votre témoignage. En tout cas, on espère que ça va faire de plus en plus boule de neige, que ça va avancer. Moi-même, je tiens à dire, par rapport à votre remarque tout à l'heure, c'est en arrivant vraiment à la fédération aussi que mes collègues secrétaires fédérales de l'EGAPRO m'ont convaincu aussi de cette différence et de l'importance, effectivement, d'en parler et de faire avancer les choses et qui montrent, en tout cas, on l'a dit, de l'attractivité et du mieux-être et du mieux travailler ensemble aussi, qui est important. Et ça, je pense que c'est une des revendications de la CFDT cadre que vous portez, Marie-Christine. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, notamment sur cette question, en tout cas, de l'égalité salariale? Alors, merci pour l'invitation. Sans surprise, je vais commencer peut-être par un constat, peut-être un peu pire que ce qui a été décrit. La différence, juste en mode introduction, j'ai repris des éléments que j'ai trouvés, qui ont été produits par l'APEC. Qui produit un nombre élevé d'études et de statistiques qui sont extrêmement intéressantes, et j'invite tout un chacun à aller consulter sur le site les questions de rémunération des cadres, par métier, etc. Des sites accessibles à tous, tout public. Ouverts en permanence, accessibles à tous, voilà, tout à fait. Dans laquelle j'ai trouvé un certain nombre de points que je vais mettre en avant. La différence en défaveur des femmes, elle est nette, c'est très clair. Les hommes cadres gagnent 15% de plus que les femmes cadres, d'une façon générale. On parle que du fixe et du variable. Et à profil identique, l'écart est de 7,1%. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'écart ne se résorbe pas dans le temps. L'APEC produit une statistique qui montre qu'en 2015, on avait une différence de 15%, en 2022, on est à 15%. Bon, il y a eu quelques aléas entre-temps, des variations annuelles, mais on n'a pas bougé. Les rémunérations augmentent, puisqu'on est à une moyenne de 55 000 euros pour les hommes et 48 pour les femmes. Voilà, donc on a sur les 7 dernières années un écart qui se fige.
On peut mettre en parallèle à ça, d'une part, des facteurs d'inégalité dont on a un peu parlé, les temps partiels, les secteurs professionnels qui vont concentrer les hommes sur les parties les mieux payées, les enjeux de parentalité, on en a parlé, les conditions de travail, l'âge et le type de diplôme, et tout ça, ça se conjugue avec des stéréotypes, en voulez-vous, en voilà. On en a à tous les étages et sur toutes les raisons. Juste un petit mot quand même, parce qu'il y a des effets sur la santé qui sont assez sérieux, et j'imagine que dans votre champ professionnel, c'est une vraie question. Je cite juste un chiffre. Le taux de fréquence des accidents des femmes augmente de 15% ces 15 dernières années, celui des hommes baisse de 22%. Il faut l'avoir en tête. Voilà. Et tout ça, ça s'inscrit donc dans un mouvement de léger progrès. On a des outils, mais on ne peut que constater une inefficacité des outils, des législations qui succèdent, un dialogue social qui produit des accords. Dans les entreprises, on a beaucoup d'accords sur l'égalité, mais on a beaucoup moins de résolution des différences de rémunération. On a beaucoup de textes avec des bonnes intentions, mais la traduction en plan d'action concret et leur bonne application, elle, c'est encore autre chose. L'index et ces sujets-là. Heureusement, je vais en dire un mot très très court sur la transparence des salaires, la question de la prise de conscience de l'existence. Parce que ce à quoi on se heurte, c'est le déni. Le déni, faute de prendre conscience. Et du coup, il y a un vrai enjeu à mettre sur la table cette question de transparence des salaires. Je peux vous dire que dans mon entreprise, quand la femme technico-commerciale a su combien ses collègues hommes étaient payés par rapport à elle, je dirais que syndicalement, on n'a plus grand-chose à faire. Elle était tellement furieuse qu'elle a été au combat tout de suite. Et donc, c'est un exemple individuel, mais qu'on peut traduire dans le collectif. Et aujourd'hui, le problème en France, c'est que, et encore plus du côté des cadres, la question des rémunérations, c'est quand même motus et bouche cousue, et les entreprises et les managers, d'ailleurs, encouragent ce mouvement-là. On a un problème aussi un peu culturel sur ces sujets-là. Donc la question des transparences des salaires, elle arrive. Elle va nous permettre de régler des choses devant lesquelles il fallait aller devant le juge. Je ne rappellerai pas une certaine banque qui a obligé la CFDT à aller combattre, à aller demander raison au juge parce qu'elle ne souhaitait comparer les salaires que sur la partie fixe. Et aujourd'hui, en ce moment, on a des gens dans les entreprises qui défendent cette idée-là, quoi. Donc on mesure quand même un peu le chemin qu'il y a à faire et la qualité du travail syndical qu'il va falloir emporter sur ces sujets-là. En tout cas, c'est très important ce que vous dites parce que ça vient toucher tous les événements de la vie. Parce qu'on peut imaginer effectivement, lorsqu'on a une séparation, si on n'a pas du tout les mêmes salaires, les droits ne vont pas être forcément les mêmes pour la garde, pour récupérer un appartement, pour revivre, à la retraite. Tous ces éléments-là vont jouer forcément en défaveur des femmes. Ah ben tout à fait. On va cumuler tout au long de la vie un handicap, plusieurs. Et donc la question de la parentalité, le poids de la parentalité qui pèse sur les femmes. Donc, on a entendu des choses formidables là, de prise en charge de ces enjeux-là, mais dans les entreprises aujourd'hui, le départ en congé maternité, les femmes se demandent comment elles vont l'annoncer. Regardez les exemples qui sont cités, de verbatim qui sont cités sur le site de l'APEC et également dans les études. 47% des femmes cadres vivent des difficultés depuis l'annonce de la grossesse jusqu'au retour au travail. Et travailler ce sujet-là, aujourd'hui, les entreprises, elles sont pas très actives. On essaye d'intégrer un certain nombre de choses, mais côté RH, on a de moins en moins de moyens, on manque de ressources, on est réorienté pour accompagner les business et pas les humains. Donc la question de l'égalité, elle reste pas forcément prise en compte. Il faut qu'il y ait une volonté dans les entreprises du plus haut niveau. On voit l'exemple, un directeur, une DRH et tout un ensemble qui se met en mouvement et qui résout les problèmes à long terme. Alors les accords et la négociation dans les entreprises nous a permis quand même de construire un certain nombre de choses dans les entreprises privées.
J'ajoute que sur la question des négociations de la rémunération annuelle et aussi qui pourrait inclure aussi des budgets de rattrapage, on n'y arrive pas. Les entreprises ne dégagent pas de moyens financiers réellement, et lorsqu'elles en dégagent, elles le prennent sur la part les budgets des augmentations classiques. On fait un peu la part des choses, quoi, hein. Mais il n'y a pas que ça aussi, parce que les employeurs sont souvent tentés de tenir les cadres hors champ de la négociation collective. Quel est l'employeur qui va informer et consulter son CSE sur ses pratiques en matière de variables, de primes variables? Il n'y en a pas beaucoup. Et dans les négociations annuelles obligatoires, les acteurs syndicaux eux-mêmes sont en difficulté d'obtenir de la transparence et des informations qui sont censées être données, hein, pour pouvoir négocier, pour pouvoir comprendre et pour pouvoir agir. Donc la question de la rémunération des cadres, en matière d'égalité, elle se situe aussi dans les négociations annuelles, dans des pratiques de dialogue social qu'il convient de beaucoup travailler et de continuer à travailler, donc avec des législations, avec un certain nombre d'outils. 2 mots sur le plafond de verre. Le management, il est très peu féminisé, hein, on le voit, quel que soit le nombre de femmes dans le secteur, dans l'entreprise, c'est un fait. Les femmes cadres sont moins souvent managers que les hommes. Alors que les femmes cadres ont autant envie d'évolution professionnelle que les hommes. Et elles veulent, et elles peuvent tout à fait assumer des responsabilités. Donc comment on casse un plafond de verre qui est installé, qui est visible? On a une carence de femmes dans les COMEX et dans la chaîne hiérarchique. Et on a une présence de femmes dans les salaires les plus élevés de leur catégorie, dans des bilans sociaux. Pourquoi? Parce que les femmes qui ont toutes les compétences et qui exercent le métier ne changent pas de catégorie. Elles ne passent pas à l'étage au-dessus. En même temps, les femmes veulent des organisations du travail un peu plus équilibrées, mais on a une chance aujourd'hui, c'est que les jeunes hommes aussi. Donc peut-être qu'on va arriver à construire des organisations qui permettent de nouveaux équilibres et qui dégenrent les organisations. Aujourd'hui, quand on prend des responsabilités, est-ce que ça veut dire qu'il faut être open bar pour son entreprise, 24/24, les week-ends, etc. Ça pose des questions autour de la déconnexion. Et un des outils aussi pour casser ce plafond de verre, c'est la question de la visibilité des femmes, en tant que modèle, en tant qu'exemple. Donc bon, on voit qu'il y a beaucoup de travail de fait un peu par des associations, etc. sur le sujet, mais il en reste encore à faire. Et puis dans les pratiques d'entreprise, pour mettre en place, là j'entendais que on est vigilant sur la question de la prise de responsabilité, de l'évolution de la carrière à chaque étape, lorsqu'on change de classification, etc. Dans le monde un peu du privé, on a quand même des pratiques qui ne sont pas si démocratiques que ça, hein, pour confier le nouveau projet sexy qui arrive, à qui va-t-on le confier? Le manager homme, à qui va-t-il le confier? Est-ce que la femme sera là pour avoir l'info suffisamment et même pouvoir candidater? Je caricature peut-être un peu, mais c'est une vraie réalité, c'est une vraie question. Il faut créer aussi des réseaux de femmes puissantes. La question des réseaux est un enjeu. Les hommes fonctionnent en réseau entre eux. Et c'est des réseaux qui sont complexes, hein, qui peuvent se conjuguer avec... par exemple, on peut observer que dans une certaine entreprise, tous les responsables RH, ils ont plutôt un profil avocat ou une certaine école qui commence par un A avec des S derrière. Enfin, on a aussi ce genre d'enjeu-là. On a des directions générales qui sont plus HEC et on regarde dans la filière et les responsabilités qu'on a une sorte un peu de cooptation de filière. Et donc les femmes qui ne sont pas dans les filières ingénieurs qui les désertent, mais ça c'est encore un autre sujet, n'arriveront pas via ces réseaux-là. Donc il faut construire des réseaux alternatifs et il faut aussi travailler sur la question des promotions, comment elles se construisent dans les entreprises, comment elles se décident, et avoir une vigilance aussi au moment des promotions sur les questions de rémunération, puisque à chaque événement dans l'entreprise, on a une chance de réparer. Pas de réparer, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui reviennent sur des périodes précédentes, même lorsqu'elles constatent qu'elles ont maltraité des femmes en matière de rémunération. C'est une question d'argent et c'est une question de budget.
Bon, après, il y a d'autres solutions qui sont des quotas et des lois. Bon, les quotas, ça laisse un peu... enfin, ça questionne, hein, il y a les pour, il y a les contre. C'est peut-être une solution un peu court terme, mais en tout cas, par exemple, sur la loi Copé-Zimmermann, ça s'est révélé très efficace pour féminiser la gouvernance. Mais là, on peut constater quand même que la féminisation de la gouvernance n'a eu aucune incidence sur la féminisation des COMEX. Bon, on a la loi Rixin dans les tuyaux, qui est censée aider à ça. Elle s'installe lentement, très très lentement. Hein. On va quand même viser, en 2030, d'avoir 40% de femmes dans les COMEX. Ben oui, ça fait loin. Hein. Donc, on progresse, mais qu'est-ce que ça va prendre du temps, hein. Bon, je ne vais pas faire de sujet sur les violences sexistes, parce que du côté des cadres, on est donc dans un enjeu quand même de responsabilité vis-à-vis de ça en permanence. Hein, donc ça vient couvrir aussi un peu toutes ces questions d'égalité dans l'entreprise. Ça leur donne une coloration, une responsabilité supplémentaire aux cadres. Les femmes qui en sont victimes, y compris dans leur milieu, hein, vis-à-vis de leur père, et puis toute la filière de management, la question de ne rien laisser passer, de sanctionner, toujours aussi la prise de conscience, des enjeux de former, de sensibiliser, d'outiller, d'écouter, d'alerter. Les cadres sont vraiment en situation de responsabilité. La réduction des inégalités professionnelles, vue du point de vue des cadres, elle repose sur les entreprises et leurs dirigeants d'abord, les ressources humaines ensuite, et les managers en troisième position. Et bon, les syndicats sont un petit peu plus loin dans la liste, selon le PEC. Donc c'est intéressant à prendre en compte dans le travail qu'on mène et dans les outils et dans tout ce qu'on va développer donc auprès des cadres. Il y a une urgence à les former, les accompagner, les sensibiliser, et ça, depuis le départ et pendant toute la durée de vie. On est pétri de comportements plus ou moins inconscients, et du coup, il faut absolument que chaque jour sur le terrain, cette question de l'égalité, elle soit infusée, et elle soit infusée dans tous les fonctionnements de l'entreprise, y compris d'ailleurs les projets stratégiques. Dans mon entreprise en ce moment, il y a une rupture collective conventionnelle. On annonce qu'il va y avoir 300 départs. La question de l'égalité, la question de comment on va traiter ce sujet-là, et l'intégration de la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, elle doit être prise en compte comme un point à part entière dans les négociations qui vont mener à la mise en place de cette rupture conventionnelle. C'est un exemple sur l'emploi, mais on peut le prendre aussi sur des exemples stratégiques, sur tous les projets stratégiques de développement des entreprises, sur les questions d'embauche, hein, vous l'avez dit, vous en avez parlé, un environnement bienveillant et une absence de discrimination, hein, vis-à-vis des femmes, c'est un critère extrêmement essentiel pour attirer des talents et pour les conserver surtout. Parce que je crois que lorsque on a des dysfonctionnements qui sont graves et répétés, ce qu'on observe sur le terrain, c'est que les femmes s'en vont. Et c'est pour ça, par exemple, que dans le numérique, on a beaucoup de femmes, on a plus de femmes qui arrivent que ce qu'on observe aujourd'hui en rapport, mais les femmes ne restent pas. Avant 30 ans, avant 35 ans, elles ont quitté le numérique. Donc il y a des enjeux aussi pour les filières, de réussir à travailler ces sujets-là. Donc je dirais replacer dans le dialogue social, s'emparer des outils. La question par exemple de la directive sur la transparence des salaires, eh bien il va falloir que chacun puisse s'en emparer. Et nous, notre rôle syndical là-dedans, ce sera de proposer des outils collectifs et des démarches collectives. Mais du côté des cadres, on a quand même un ancrage d'une pensée individuelle. On se sent capable de négocier son salaire. Et encore une fois, il faut que les femmes comprennent que quand elles se satisfassent de 80, c'est pas bien parce que l'homme a 100 à côté de lui.
Voilà. Alors, on y Côté va, les belge. filles. Alors on y va, d'ailleurs je tiens à rappeler la tribune qui est sur le site de la CFDT Cadre. À égalité professionnelle dans l'encadrement, il y a urgence, hein, une très bonne, voilà, qui rappelle effectivement les engagements auprès de l'OIT. Aussi, vous faites référence à plusieurs enquêtes. J'invite tout le monde, hein, le site de la CFDT Cadre est également accessible et vous avez pas mal de brochures, notamment sur l'égalité femmes-hommes sur le site de la CFDT Cadre. Et puis donc Marie-Christine qui pourra vous aider. Parce que vous l'avez rappelé aussi, cet engagement, il est à la fois par les directeurs, par les cadres et également par les partenaires sociaux qui ont une part importante à jouer et pour acculturer tout le monde à ce changement. Là où on a parlé, il y a une directive européenne qui arrive justement, qui va permettre cette transparence, qui voilà, on a des solutions par l'hôpital de Béziers, c'est quand même un peu gagné, Isabelle Tagnou, responsable confédérale en charge. Ah, ce serait des femmes. super Guillaume si c'était gagné, mais en fait ça se saurait quand même. Hein. Là c'est un petit clin d'œil. Là on voit bien que les sujets, on est entre le plancher collant et le plafond de verre. Donc pour le coup, non, il n'y a rien qui est gagné. Le sujet, il avait émergé lors de la conférence sociale d'octobre dernier où les organisations syndicales, dont en tête la CFDT et la CGT, avaient réussi à imposer un fameux atelier 4 sur l'égalité professionnelle et avaient réussi justement que l'angle soit pris en compte. Donc suite à nos revendications lors de cette journée, vous en avez déjà parlé sur la parentalité, enfin une foultitude de sujets où je ne vais pas vous redire toutes les revendications qui avaient été portées, notamment par la CFDT. La première ministre à l'époque, Elisabeth Borne, avait pris l'engagement d'arriver à un nouvel index dans les 18 mois, et suivant, ainsi que la transposition de la directive transparence salariale. Depuis, ça ne vous a pas échappé, on a changé de gouvernement, les ministres en charge du dossier défilent. Ce que je peux vous dire, c'est que suite à la première réunion qui a eu lieu jeudi dernier, on peut noter qu'il y a toujours une volonté politique affichée du gouvernement à avancer sur le sujet dans les mêmes délais. Bon, là, on ne va pas parler de pensée magique, mais ça semble un petit peu compliqué. On va voir. Juste pour vous rappeler, donc, on parle de la directive 2023-970 qui vise à renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur. Il faut dire les mots jusqu'au bout parce qu'en fait, on sent bien qu'il y a des discussions sur le travail de même valeur. En fait. Donc c'est ce qu'on appelle la directive dite transparence salariale qui a été adoptée le 10 mai 2023 et dont le délai de transposition pourrait être au plus tard le 7 juin 2026. Le calendrier prévisionnel du gouvernement, le voici. Mars, première réunion d'échange avec un état des lieux de la directive, le calendrier et la méthode, donc je vais vous en donner un petit peu plus. Avril, début des groupes de travail au niveau européen. Et nous avons notamment dans le comité femmes de la CES une mandatée qui s'est inscrite au COPIL pour suivre ses travaux justement dans tous les États européens lors de la CES. En juin, deuxième réunion d'échange, présentation et discussion des grands enjeux de fond. Septembre, troisième réunion d'échange, présentation d'un projet de texte. Octobre, consultation sur le projet de texte. Fin 2024, dépôt au Parlement. Donc on est à marche forcée, voilà. 3 réunions, donc c'est très peu, alors même que cette première réunion qui pourtant a rassemblé entre autres les organisations syndicales et les organisations patronales a été l'occasion uniquement de présenter les articles un par un sans même relever ceux qui avaient une incidence par rapport au droit français actuel. Il est pourtant clair que cette directive ne peut en aucun cas être transposée à droit constant. Je le dis là parce que certaines organisations patronales parlent déjà d'un risque de surtransposition. Voilà, ça c'est dit parce que c'est pas simple en fait. Faut qu'on arrive tous à ramer dans le même sens. Alors les objectifs de la directive, s'ils ont été, là on était contents parce que finalement on a tous compris la même chose, c'est déjà ça au niveau de la directive, donc je vais vous les citer parce que ça vous permettra de vous remémorer ce qu'il y a dans cette directive. Donc remédier à l'absence d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes en 1. Instaurant la transparence au sein des organisations, pour cela elle prévoit notamment une transparence des rémunérations avant l'embauche, une transparence sur la fixation des rémunérations et la politique de progression salariale, un droit des salariés à l'information sur les niveaux de rémunération, une accessibilité des informations aux salariés handicapés, une obligation de reporting sur les données relatives aux écarts de rémunération femmes-hommes. Deuxièmement, facilitant l'application des concepts clés relatifs à l'égalité de rémunération, notamment ceux de rémunération et de travail de valeur égale, de même valeur, voilà,
Pour cela, elle prévoit notamment une définition précise de l'assiette de rémunération, l'obligation pour les employeurs de disposer de structures de rémunération garantissant l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale, des critères permettant d'évaluer si les salariés sont dans une situation comparable au regard de la valeur du travail. Et troisièmement, renforçant les mécanismes d'exécution. Pour cela, elle prévoit notamment des garanties en termes de droit à l'indemnisation, un renversement de la charge de la preuve, ça c'est sur l'aspect juridique. Quels sont les éléments de preuve aussi, permettant d'attester d'un même travail ou d'un travail de valeur égale, et donc des mécanismes de sanction. Donc l'objectif affiché du gouvernement est, alors ça c'est la phrase, donc je voulais noter parce que c'est assez intéressant d'entendre ça, d'aboutir dans un cadre concerté avec les partenaires sociaux à un dispositif plus ambitieux et transparent, plus fiable et dont l'application sera mieux contrôlée. Bon, c'est un peu court en somme comme expression par rapport au rapport du Haut Conseil à l'égalité qui a rendu un rapport de plus de 130 pages dont je vous montre là et je vous invite tous à aller le télécharger. Donc salaire, 5 ans après l'index, toujours pas d'égalité. Ça c'est juste pour dire sur le titre, mais on a fait un énorme travail et la délégation CFDT y a énormément contribué. Alors je vous fais ce petit parallèle entre la On mettra directive. le lien sur le site. Donc petit focus concernant le Haut Conseil à l'égalité. Donc notre délégation CFDT y a particulièrement contribué dans la partie diagnostic, mais aussi sur l'évaluation de l'outil, que sur la partie des recommandations d'évolution qui pourront servir lors des prochaines concertations, dont nous n'avons pas encore de date par contre. Ça, c'est juste pour vous dire ça aussi. Ça, c'était, voilà. Petit focus donc sur les hauts conseils. Il faut juste savoir qu'ils sont rattachés au cabinet du Premier ministre. L'évaluation a été conduite pour renforcer l'index. Donc ça, c'est aussi à noter. On ne veut pas mettre l'index de côté pour le jeter. Ça, on était tous d'accord là-dessus. Notamment sur 3 points. Alors, on parle du périmètre. Alors, il y avait un effectif dans le public, vous n'avez pas encore vu ça, mais qui était d'au moins 50 salariés. Sauf qu'au total, du coup, ça ne concerne que 1% du total des entreprises privées. Donc, sur les 3,9 millions d'entreprises comptant au moins un salarié, selon l'INSEE en 2019, déjà, ça fait plus que 35 712 entreprises qui sont assujetties, dont finalement 52% seulement de ces 35 000 ont un index dit calculable. Donc on arrive à 18 470 entreprises. Ça fait donc plus que 26% de l'ensemble de l'emploi salarié du privé. Et vous avez bien compris que la non-calculabilité concerne une grande partie des PME, entre 50 et 250 salariés, souvent dans les secteurs à prédominance masculine, où là justement on aimerait que ça progresse en plus. Donc comme on parlait de l'industrie ou la construction, et aussi le plus souvent sur l'indicateur 4. L'indicateur 4, c'est le retour de congé maternité. Donc la note moyenne, c'est une très très bonne note, et il y en a qui calculent pour avoir une bonne note, elle est 88 sur 100 en 2023. On est passé en gros en 2020 à 84 à 88, alors qu'il n'y a pas de changement détectable après 4 ans de mise en œuvre de l'index dans le rythme de réduction des écarts salariaux. En fait, il n'y a rien qui crampe dans ces politiques publiques pour l'instant, à part certaines bonnes initiatives dont on est ravis d'entendre parler. Oui, d'ailleurs, Sophie, vous vouliez intervenir sur l'aspect systémique du label, je crois. Oui, je partage évidemment tout ce qui a été... Vous m'entendez ? Oui. Je partage évidemment tout ce qui a été dit, et je trouve qu'il n'y a pas qu'une seule façon en fait de régler le sujet des inégalités salariales ou des problèmes d'inégalité femmes-hommes, et que moi j'ai trouvé dans le label une occasion de vraiment regarder des champs vers lesquels peut-être on n'était pas allé parce que ça ne correspondait pas aux besoins exprimés par les personnes qui ont construit la politique égalité. Donc ça permet aussi d'obliger les entreprises, les structures publiques à aller vers des sujets qui sont peut-être pas des sujets qui étaient importants ou qui étaient prioritaires. Donc le label, il nous offre la possibilité et nous contraint à aller travailler et élaborer des actions et avoir des résultats sur des champs sur lesquels on ne va pas forcément. Or,
moi, je suis persuadée qu'on ne peut pas traiter de la question de l'égalité femmes-hommes sans traiter les sujets de sexisme, de parentalité, d'inégalité salariale, de parcours, de confiance en soi, de comment on soutient les femmes dans leur capacité à demander des choses, à se projeter, à être dans une vie d'entreprise. Donc, tous ces sujets-là, il faut les traiter tous en même temps pour avoir vraiment un effet qui va se voir sur les salaires. Et le label aide par rapport à des textes sur ce qu'on doit mettre dans un plan d'action égalité. Il y a aujourd'hui des grands thèmes, mais c'est quand même assez imprécis. D'autant, comme l'a rappelé tout à l'heure Marie-Christine Lebert, c'est qu'effectivement, plus on monte aussi dans l'entreprise, plus on est soumis à des propos et à des attaques, non pas d'ordre forcément financier, mais d'ordre personnel sur sa féminité, sur du sexisme. Du sexisme ordinaire. Il y a un autre rapport du coup que je vais vous conseiller de regarder, qui est tous les ans, ça fait maintenant le 6e, du Haut Conseil à l'égalité rend un rapport sur le sexisme en France. Donc là, pour le coup, vu qu'on est pressé par le temps, je ne vais pas vous donner quelques mots là-dessus, je vous invite vraiment à les regarder. Il y a des choses qui peuvent nous interroger par rapport aux jeunes générations, où on sent un certain retour en arrière et qu'il est urgent d'acter certaines politiques publiques. Ce que je voulais rajouter aussi, ce qui est très important, c'est que l'index n'est qu'un outil et que, en fait, par rapport à ce que je vous précisais, il y a aussi eu très peu de sanctions. Sur les 712 mises en demeure, seulement 42 pénalités dénoncées. Voilà, ça c'est dénoncé par la Cour des comptes. Sur la méthodologie, on a parlé aussi des temps partiels, de la rémunération variable, la ventilation des effectifs hors du champ du dialogue social, des retards de carrière totalement occultés par des indicateurs. On parle des 10 plus hautes rémunérations, mais pas des plus bas salaires, alors qu'il y a une surreprésentation des femmes dans les plus bas salaires. Et par exemple, dans l'indicateur 1, il n'y a pas de prise en compte du montant d'augmentation, de la qualité de la promotion. Ça veut dire que si, par exemple, vous augmentez 1 euro 1000 femmes, mais 1000 euros pour 10 hommes, ça ne va pas du tout être la même chose en termes de carrière et de salaire. Donc, il y a plein de choses à regarder derrière, et surtout le concept de valeur égale, où il peut y avoir un effet label à double tranchant lorsqu'on recherche juste cette bonne note dont je vous parlais, sans plan d'action, avec des indicateurs qui permettent d'en suivre l'efficacité, parce que c'est ça vraiment où on se voit avancer. Donc, le rapport dont je vous parle a été voté à l'unanimité des suffrages exprimés par l'Assemblée égalité professionnelle, c'est-à-dire les organisations syndicales, les experts, donc les personnes qualifiées, avec une abstention qu'on peut regretter du patronat. Les échanges entre les 3 collèges ont pourtant permis de formuler des recommandations d'évolution qui seront parmi des pistes qui seront étudiées lors des concertations, comme maintenir un outil de mesure multifactorielle des inégalités salariales, conserver une méthode universelle pour toute entreprise assujettie et surtout anticiper cette fameuse directive en comparant des emplois de valeur égale. Il s'agit là de reprendre 7 sous-indicateurs d'écart de rémunération prévus. C'est l'article 9 de la directive, avec un déclenchement de nouvelles obligations à partir de 5% d'écart. Voilà. Pas en attendant d'arriver à... Voilà. Il y a trop de franchise qui fait qu'on ne calcule pas. Et à côté de l'index, il y a aussi ce renforcement des moyens juridiques et judiciaires, avec ce renversement de la charge de la preuve dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'article 18, qui signifie que ce sera à l'employeur de prouver qu'il n'y aura pas eu discrimination. Ça, c'est aussi essentiel. On a aussi parlé dans ces pistes d'introduire de nouveaux indicateurs sur le temps partiel, les bas salaires, modifier des règles de calcul pour éviter de trop nombreuses exclusions de catégories professionnelles et aussi conditionner l'accès au marché public des entreprises à un résultat satisfaisant à l'index, avec ce qu'on appelle un principe d'égale conditionnalité. Donc en conclusion, la directive européenne sur la transparence salariale et sa transposition offre vraiment l'opportunité de revoir, notamment cet outil de l'index pour renforcer l'efficacité. C'est une opportunité pour tout le monde. Seulement, comme je vous disais, la pensée magique dans le dialogue social, ça ne fonctionne pas plus au niveau national que dans les établissements ou les entreprises. Et en fait, la CLDT, elle est vigilante et partie prenante à chaque étape du processus. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que ce gouvernement, dont ça ne vaut pas s'il va perdurer aussi jusqu'après le mois de juin, en fait. C'est aussi ça la situation nationale. On a bien noté qu'il n'entendait pas jouer la montre et qu'il n'allait pas attendre le dernier moment. Donc ça, c'est satisfaisant pour nous, pour transposer cette directive comme une avancée réelle, à notre sens, dans le droit français.
Clotilde. On a bien vu que l'index, il était très controversé, mais au moins il avait le mérite d'exister, comme on le disait. La directive européenne, elle va amener des plus à ça. La transposition va être importante. Et il y a un point, nous en tout cas, qui nous semble essentiel, c'est qu'elle va s'appliquer dans le privé comme dans le public. Parce qu'aujourd'hui, il n'y avait aucun moyen de pouvoir comparer les salaires dans la fonction publique et dans les administrations. Donc ça va être une évolution qui nous semble importante et c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on regarde de très très près. Essentiel, en fait. C'est que justement, c'est pour ça que ça ne peut pas être en surtransposition. Le fait juste que le périmètre soit ouvert au public et au privé, ça change effectivement la donne. Voilà. En tout cas, c'est effectivement aussi l'un des intérêts, je pensais, de la CDT, de la Confédération, parce que lorsqu'on travaille dans un hôpital, on est forcément amené à travailler avec les services de la ville. Forcément, vous l'avez dit tout à l'heure, des services de l'éducation nationale aussi, peut-être dans les instituts de formation, ce qui veut dire qu'effectivement, notre Confédération, avec sa volonté féministe et d'action au service d'égalité pro, permet que ces actions se répercutent. Parce qu'il ne s'agit pas que l'hôpital, on devienne un bastion, et il faut effectivement que ce soit partagé, et plus ça avancera dans la société, plus effectivement on aura cette possibilité d'avancer un peu. Est-ce qu'il y a des questions? Samira, une question, tu avais noté? Non, je pense que vous avez tout dit et ça tourne. Hop. Vous avez quasiment abordé toutes les thématiques, peut-être un focus sur les temps partiels et comment gommer finalement les écarts de salaire spécifiquement pour les temps partiels. Il y aurait du coup une solution miracle? Il n'y a pas de solution miracle. Je crois que c'est le travail évoqué par Sophie tout à l'heure sur la parentalité. C'est-à-dire que les femmes, il n'y a rien qui condamne les seules femmes à occuper des postes de temps partiel. Le sujet, il est là. C'est que après un temps partiel sera toujours moins rémunéré qu'un temps plein. Mais je crois que le travail sur la parentalité, c'est pas un remède miracle, mais enfin c'est un début de solution. Je m'aperçois, Guillaume, que j'ai oublié de préciser, que nous avons oublié de préciser que Sophie et moi étions membres du syndicat CFDT. Et comme nous n'avons pas d'affichage visible, je me sens obligé de le rappeler. Alors le SACA, c'est le syndicat pour les directeurs et cadres supérieurs de la CFDT et notamment Fédération Santé Sociaux. Voilà. Sophie, vous vouliez réagir là pour les temps partiels? Je vous ai vu à l'image. Oui, pour le temps partiel, parce que c'est vrai que le temps partiel aujourd'hui, il est pris majoritairement par les femmes pour s'occuper des enfants et aujourd'hui de plus en plus aussi pour s'occuper des aînés. Donc ça, c'est pour nous le prochain sujet, par exemple, du plan d'action égalité. On a beaucoup travaillé sur la maternité et la parentalité. Le sujet que l'on va travailler dorénavant, c'est le sujet des aidants, parce que les femmes aident et donc ça a un impact sur leur temps de travail. Donc ça, c'est vraiment un sujet important, mais ce qu'a dit Philippe est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur une meilleure égalité de répartition de la charge familiale. Oui, d'autant qu'il y a eu aussi un report aussi de l'âge moyen de la grossesse, qui fait qu'on se retrouve avec des femmes effectivement en responsabilité, cadres, avec des jeunes enfants, des parents vieillissants et qui cumulent effectivement les difficultés. Sur la parentalité. Juste sur la parentalité, parce qu'on a eu du coup 2 rounds de concertation en fin d'année dernière sur le congé parental, qui depuis est devenu un congé de naissance, mais dont nous n'avons toujours pas eu d'échange, si ce n'est que de lire les articles, peut-être comme vous et moi, le dernier étant dans Cosette le 8 mars. Nous n'avons pas eu d'entretien sur les échanges sur ce que ça pourrait devenir. Ce qu'on avait noté, mais c'est des choses qu'on a précisées lors de la conférence sociale, c'est que en fait, l'écart de salaire entre les femmes et les hommes, il augmente à chaque enfant. Donc, quand on est en équivalent temps plein, il est de 7,3 pour les personnes sans enfants et de 30,9 pour 3 enfants et plus. Donc c'est aussi ça à prendre en ligne de compte et qu'il affecte principalement la carrière des femmes. On dit même qu'au premier enfant, ça bénéficie aux hommes parce qu'ils ont une autorité sociale plus importante et que par contre, ça fait déjà l'effet inverse vis-à-vis des femmes. Donc c'est des choses aussi à porter. On porte aussi à la CFDT un congé paternité qu'on voudrait porter à 2 mois pour un meilleur partage de la parentalité et que ce congé parental dont je vous parlais, il soit mieux rémunéré pour que les pères s'en saisissent. Aujourd'hui, il y a moins de 1% des pères qui se saisissent du congé parental, tout simplement parce qu'il est très très mal rémunéré.
Et puis à titre personnel, pour avoir pris un congé parental, il est aussi parfois pas toujours bien considéré lorsqu'on est cadre et pas forcément par un encadrement masculin mais même féminin de la réussite. Il faut pas, on peut assumer ses enfants, ses 4 enfants, plus travailler à temps plein, c'est normal. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui c'est quand même très compliqué. C'est ça. Non mais c'est voilà. Vrai, c'est tout à fait vrai. Le sexisme il est aussi bien du côté des femmes que des hommes, c'est vraiment intégré pour certains. Et on voit bien que dans l'hôpital public on refuse encore les 80% assez régulièrement. Aussi bien d'ailleurs aux hommes qu'aux femmes qui pourraient être rémunérés un peu plus. Voilà. Alors que ça serait peut-être le levier qu'on aurait là, d'imaginer que ça ne soit pas un congé parental total. C'est-à-dire qu'en étant sur du partiel, on arriverait peut-être plus à partager ce congé entre les deux parents. Tout à fait. Bon, ça on attendra les prochaines réunions, je vous en parlerai une prochaine fois. Merci monsieur, merci mesdames, en tout cas d'être intervenus. Je vais passer la parole à Ève Rescanière, secrétaire générale de la CFDT Santé Sociaux, pour conclure et nous faire une synthèse de ces échanges. Voilà. Ève. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci à vous toutes et tous de cet échange, de ces échanges et de ces informations. Alors je ne sais pas derrière l'écran dans quel état sont les gens qui regardent, mais moi ça a un effet un peu particulier, ce genre d'événement sur moi. Ça me rebooste, mais ça me met en colère. Et ça me rend pressée parce que je pense que les femmes, ça avance, on l'a vu, mais pas assez vite. Et moi, je pense que, enfin, en tout cas, la femme que je suis commence à être pressée. Elle en a marre d'attendre. On a assez attendu. Je pense que nos filles, nos sœurs, nos nièces attendent des choses de la société que nos mères, nos grands-mères, même si elles se sont battues pour avoir des droits, peut-être mettaient moins d'attentes là-dedans. Maintenant, on est des femmes pressées. Je pense que la société doit tenir compte de cet aspect. On a assez attendu. Alors, Clotilde l'a dit, hein, à la Fédé, on a beaucoup investi sur ce dossier avec Syndex, avec des partenaires, avec la Confédération. La CFDT est une organisation féministe et je pense que c'est plus approuvé, même si on a toujours du travail à faire en interne sur de la façon dont on voit les femmes en responsabilité. Et vous en avez aussi parlé, mais ça vaut aussi en interne de la CFDT. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on est un secteur féminisé, très féminisé, et du coup, nos salaires sont plus bas que dans... Voilà, on l'avait déjà perçu dans une première étude, et puis ça continue à nous sauter à la figure. En fait, notre secteur très féminin, des métiers du care, de l'accompagnement, sont perçus par la société comme étant des choses féminines, ou en tout cas des qualités intrinsèques, et ça pèse sur nos salaires. Et donc, c'est une revendication de la fédération d'être reconnue en tant que professionnelle et pas comme en tant que travailleuse, enfin, en tout cas, ayant des compétences ou des qualités féminines. Le combat n'est pas gagné, puisqu'on l'a vu aussi dans les questions des stéréotypes. Le statut ne protège pas. Elle ne protège pas la rémunération des femmes. Elle ne protège pas leur carrière. Nous, maintenant, on sait. Guillaume l'a dit, il a très bien dit. Moi, quand je suis arrivée à la Fédé, bon, je n'étais pas tout à fait convaincue. Et en fait, maintenant, j'ai des chiffres, j'ai des arguments, et je suis convaincue. Charge à nous de convaincre quelques personnes de plus, puisque malheureusement, on ne peut pas cloner ni Sophie Barré ni Philippe Bagnols. Et donc, on n'a pas d'autre choix que de faire de la pédagogie en interne et aussi dans ceux qui nous dirigent. Mais on l'a vu aussi au travers le témoignage de Sophie et de Philippe. Il y a des possibilités, y compris dans la fonction publique. C'est une question de volonté politique. Il y a des outils, il y a les LDG. Je trouve génial qu'on puisse utiliser les LDG pour faire ce genre de choses. C'est porteur, c'est concret.
ça se voit, même si c'est sur du long terme, mais c'est des choses très concrètes qui changent la vie des gens, qui changent la vie des femmes. Et ça, c'est important. Et il faut que nous aussi, syndicalistes, on s'en saisisse. Il faut qu'on fasse infuser ça. Alors, on est en train de faire valider, nous, par nos instances fédérales, le fait de ne plus signer d'accords salariaux dans les branches, ces accords, s'ils ne prennent pas en compte l'objectif d'égalité professionnelle. Alors, cette décision, vous allez me dire, on ne devrait pas être obligé de la prendre, puisqu'en fait, c'est juste ce que prévoit la loi. C'est ça. Eh bien, pourtant, même à la CFDT Santé Sociaux, on fait valider ça par nos instances, parce que beaucoup de nos accords salariaux, lorsqu'ils passent à l'extension, ils sont assujettis d'une alerte sur ce sujet-là. Et donc, ça veut dire que même nous, quand on négocie, qu'on signe des accords, ce prisme-là, des fois, on le perd. Donc, c'est très important en interne d'avoir ce genre de décision pour se dire non, il faut qu'on se le cheville au corps, il faut qu'on le mette dans le sac à dos de la négo, ça ne peut plus se faire autrement. Et c'est aussi à nous de faire respecter la loi. Alors, je conclurai très vite. Marie-Christine, elle nous a parlé de réseau féminin. La CFDT, elle est féminine. Hein. Il n'y a plus d'adhérentes femmes que d'hommes. Hein. Je tiens à le dire ici. C'est un réseau dans lequel les hommes peuvent révéler leur côté féminin, j'ai envie de dire. Hein, ce sont des femmes comme les autres, finalement. Et là, ici, on parle de solidarité, de sororité. Donc, je vous l'ai dit, hein, nous qui savons, qui pouvons argumenter, maintenant, il nous faut lutter au quotidien. Tolérance zéro sur ces sujets-là, qu'ils soient sur l'égalité, sur le sexisme, sur les violences. Les femmes ne sont pas une minorité. Elles représentent la moitié de l'humanité. Elles ont leur place dans la société, dans le monde du travail et dans les postes à responsabilité. On peut applaudir. Merci Ève, merci d'avoir conclu ce webinaire. Merci Céline de nous avoir apporté votre expertise du cabinet Syndex et qui nous est fort utile dans la plupart de nos travaux et qui nous permet des éclairages vraiment qui sont donc disponibles sur la plateforme Wimo. Merci Philippe et Sophie, merci de nous avoir apporté votre expertise qui, j'espère, sera transposable. Voilà, merci Isabelle. Voilà. On remercie également Marie-Christine qui a dû partir pour une autre réunion et merci beaucoup à Clotilde et à Ève Rescanière pour leur participation à ce webinaire. Ce webinaire il sera disponible en ligne, en replay. N'hésitez pas à le faire connaître, à le faire savoir parce que vous avez vu qu'il y a des choses vraiment très intéressantes, en tout cas des expériences qui seront intéressantes à transposer, à faire connaître dans d'autres lieux. De toute façon, avec notre collègue Norbert Marteau qui est à la technique et qu'on remercie pour cet excellent travail, nous essaierons de faire un condensé qui sera disponible, nous l'espérons, sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour un prochain webinaire cadre et voilà. À bientôt, bon après-midi. Au revoir Sophie. Au revoir.